Bonjour Raphaël Toledano. Bonjour Maxime Soutek. Merci d'être en duplex de Strasbourg pour Europe 1. Pour que l'on comprenne bien, au départ de toute cette histoire terrible, il y a un homme, un anatomiste nazi, il s'appelait August Hirt. Quel était son projet pendant la Seconde Guerre mondiale ? August Hirt était anatomiste. Il a dirigé l'Institut d'anatomie entre 1941 et 1944 dans l'université nazie de Strasbourg. Et dès son arrivée, il a souhaité constituer une collection de squelettes juifs. Donc c'était un projet assez horrifiant. Il pensait que les Juifs incarnaient, et là je vais le citer, une sous-humanité caractéristique mais répugnante. Et il pensait qu'il fallait donc en garder une trace scientifique pour étayer les manifestations de ce qu'il appelait cette sous-humanité. Juste avant la défaite des nazis, Hirt s'enfuit. Il n'a pas le temps d'effacer les traces de tous ses travaux. Et on retrouve donc à l'université de Strasbourg les restes de ces victimes juives. Des victimes à l'époque qui vont être inhumées à Strasbourg. Alors, c'est seulement après l'autopsie qui va avoir lieu pendant l'été 1945 que ces corps vont être enterrés, c'est-à-dire en septembre et octobre 1945, ils vont être enterrés dans plusieurs cimetières. Et puis c'est seulement en 1951 que cette affaire a été véritablement connue et reconnue par la communauté juive de Strasbourg et que le président de la communauté a fait réinhumer tous les corps ensemble dans une même tombe commune qui se trouve au cimetière israélite de Cronenbourg près de Strasbourg. Sauf que pendant des années, la rumeur court que tous les restes n'ont pas été inhumés, qu'une partie se trouve toujours à l'université de Strasbourg. Sur quoi est-ce qu'elle se fonde, cette rumeur ? On a beaucoup d'anciens étudiants en médecine qui sont maintenant des médecins retraités qui disent avoir vu des bocaux et qu'on leur a assuré qu'il s'agissait de bocaux faits par August Hirt. On a beaucoup de témoignages dans ce sens, mais qui n'ont jamais pu être prouvés. Et l'université de Strasbourg a toujours nié. Vous étiez persuadé qu'il fallait continuer à chercher ? Moi, je pensais qu'il fallait de toutes les façons continuer à faire de la recherche d'un point de vue historique et scientifique pour mieux connaître cette histoire. Et au cours de ces recherches, je suis tombé presque par hasard sur un document qui faisait mention de 2 bocaux qui précisaient même où ils se trouvaient. Donc, j'ai pris contact avec la direction de l'Institut de médecine légale en juin. J'ai demandé au directeur de me recevoir quand je me suis présenté à lui. Il est tombé des nues, il n'était absolument pas au courant. Et on est allé ensemble, il m'a dit venez, on va vérifier ensemble le musée, qui est en fait une pièce toute petite, de 3 mètres sur 4 peut-être. On a commencé à regarder un peu tous les bocaux et au bout de quelques minutes seulement, on a trouvé dans une vitrine un bocal avec 5 morceaux de peau baignant dans du formol. Et sur le bocal, il y avait une étiquette qui indiquait « Expertise du Struthof 1945, traces de coups d'une victime gazée dans la chambre à gaz en août 1943 ». Et après quelques minutes, on a retrouvé les 2 autres bocaux qui étaient décrits, c'est-à-dire le contenu de l'intestin d'une autre victime. Et pour moi, c'était un choc de découvrir ces restes parce que je pensais, comme tout le monde, que tout était enterré depuis des années. Et mon collègue médecin légiste était tout à fait d'accord avec moi et a tout de suite convenu qu'il fallait les faire inhumer. Mais comment vous expliquez que ces éléments, ces traces soient restés là pendant 70 ans ? Personne ne les a vus, on a voulu les cacher. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, il faudrait poser la question aux médecins légistes qui sont passés dans cet institut. Même dans cet institut, l'accès à ce musée est très difficile parce qu'il est fermé à clé. Même quand on a essayé d'y accéder, il a fallu chercher la secrétaire qui a dû chercher la clé je ne sais où. Donc je ne pense pas que c'est un endroit qu'il fréquente assidûment. Effectivement, ça pose surtout la question de la vérification des pièces. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pris la peine de vérifier les pièces qui existent à la faculté de médecine. On a toujours dit non, ça n'existe pas sans aller vérifier. Oui, je pense qu'on s'est contenté de vérifier l'Institut d'anatomie et qu'on n'a pas cherché ailleurs. On n'a pas voulu, ou on n'a pas pu, ou on n'a pas pensé à chercher ailleurs. On se souvient qu'il y avait eu une polémique violente en janvier dernier quand Michel Simès, le médecin de France 5, avait sorti son livre sur les médecins nazis. Lui soutenait que ces restes existaient bel et bien. Il avait été très critiqué par l'université de Strasbourg. Pourquoi est-ce que ces critiques avaient été aussi rudes d'après vous ? Lui ne se basait pas sur des archives, il se basait uniquement sur un témoignage, celui d'un gastro-entérologue parisien. Et ce témoignage n'avait pas pu être validé parce que ce médecin était venu à Strasbourg, tous les placards de l'Institut d'anatomie lui avaient été ouverts et il n'avait pas pu retrouver les bocaux qu'il disait avoir vus. Donc, c'est vrai que c'était difficile de sortir comme preuve ou comme argument qu'il y ait de possibles restes ce témoignage sans aucune autre preuve pour l'étayer. Aujourd'hui, on a la preuve. Évidemment, ça change la donne pour l'université. Elle est maintenant un peu obligée de mettre en place des commissions scientifiques, des commissions d'investigation qui vont
devoir sans doute vérifier toutes les collections, y compris les collections d'histologie, parce que Auguste Hirt était aussi en charge de l'histologie. Alors, histologique, c'est-à-dire? Alors, les coupes histologiques, ce sont des prélèvements qu'on met sur des lames de verre et qu'on regarde au microscope, des fragments d'organes ou de peau ou de viscères qui sont extrêmement fines, mais qui doivent également faire l'objet d'une vérification. Ça veut dire qu'on pourrait faire d'autres découvertes dans les semaines ou les mois à venir? Oui, c'est très possible. Les découvertes que vous avez faites, elles sont récentes, mais est-ce que vous avez pu identifier qui sont les victimes? Alors, 2 bocaux qui sont très clairement les restes de Menachem Tafel, qui est assez connu en Alsace parce que ça a été la première victime qu'on a identifiée, et c'était un juif berlinois. L'autre bocal n'est pas clairement identifié, mais on envisage de réaliser des tests en recherche génétique pour essayer de voir si tous les bocaux proviennent de la même personne, ce qui est probable. Des familles vous ont déjà contacté? Une famille m'a écrit ce matin d'Israël pour me féliciter, mais j'ai pas encore pu contacter la famille de Menachem Tafel qui habite aux États-Unis. La mairie de Strasbourg a annoncé qu'elle souhaitait remettre ses restes à la communauté juive de Strasbourg pour qu'ils puissent être inhumés désormais. Oui, c'est un communiqué commun avec l'université, donc c'est une décision qui a été évidente pour tout le monde et qui sera faite le plus vite possible. Vous avez le sentiment, Raphaël Toledano, d'avoir participé à une sorte d'enquête historique? Oui, d'une certaine manière, ça a été un long cheminement. C'est peut-être pas le bon mot fier, mais je suis très satisfait d'avoir participé à ces découvertes parce que je crois que la place de ces restes n'est pas dans un musée. Tout un chacun devrait trouver ça intolérable qu'on laisse des victimes du nazisme dans du formol d'un musée, que leur place véritable est dans une sépulture. Vous avez levé un tabou historique? J'ai surtout montré qu'on n'avait pas fait toutes les vérifications nécessaires et qu'il y avait encore un travail à faire à l'Institut de médecine légale, mais ailleurs aussi à l'Université de Strasbourg. Et j'espère en tout cas que cela va déclencher toute une série d'investigations et de recherches. Merci beaucoup, Raphaël Toledano, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et merci à Arthur Mbaché, notre correspondant à Strasbourg, qui nous a permis de réaliser ce duplex.